Ravi de participer à cette session et de vous parler de RI ratio. Bon, là encore, c'est un concept assez récent, la publication date d'il y a 2 ans là aussi. Le concept du RI ratio, c'est d'essayer d'estimer avec une manœuvre simple le compromis entre le recrutement et la distension liée à la PEP, pour essayer de personnaliser la PEP chez nos patients. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à appréhender comme ça en première approximation. Je vais passer une grosse partie de cette présentation à vous décrire la technique et son rationnel, en espérant qu'ensuite on puisse en discuter des limites éventuelles de son intérêt. Donc je vous présente mes conflits d'intérêts. Donc le SDRA, la ventilation protectrice, je ne vais pas revenir dessus. La problématique est la diminution drastique du volume aéré disponible pour la ventilation, raison pour laquelle on diminue le volume qu'on insuffle pour ne pas surdistendre ce baby lung. Et quand on applique de la PEP, on va essayer de recruter le poumon qu'on voit ici, essentiellement dans les parties postérieures, qui est condensé sans trop surdistendre les parties antérieures. Alors, on a pas mal parlé de compliance dans le topo précédent. Je vais juste apporter une petite précision supplémentaire sur la notion de compliance, sur le système respiratoire et sur la manière de l'interpréter dans le contexte précis. Donc, si on parle de compliance spécifique, on va partir d'un système complètement fictif, là où on aurait une unité respiratoire qui aurait pour distensibilité propre, pour compliance spécifique, 1 millilitre par centimètre d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on applique 1 centimètre d'eau de pression à l'entrée de ce système, 1 millilitre va rentrer dans le système, 1 millilitre pour chaque centimètre d'eau. Si maintenant on connecte 2 petites unités respiratoires qui ont la même compliance spécifique, la même distensibilité propre, et qu'on applique à nouveau 1 centimètre d'eau de pression à l'entrée de ce système, chaque petite unité ventilatoire, respiratoire, va recevoir 1 millilitre, va se distendre d'1 millilitre. Et donc finalement, ce microsystème respiratoire reçoit 2 millilitres pour chaque centimètre d'eau. Et donc la compliance de ce système respiratoire, c'est 2 millilitres par centimètre d'eau. 2 millilitres pour chaque centimètre d'eau de pression appliquée. Et ça, c'est très important parce que, du coup, si on a un système respiratoire, toujours fictif, mais qui aurait une compliance de 60 millilitres par centimètre d'eau, on peut le concevoir comme 60 petites unités qui ont toutes une compliance spécifique d'1 millilitre par centimètre d'eau. Et donc, si on ampute la moitié du volume disponible pour la ventilation à ce système ventilatoire, par exemple parce que les unités sont remplies d'œdèmes inflammatoires, eh bien, à ce moment-là, nous n'avons plus que 30 millilitres par centimètre d'eau qui vont entrer dans le système. Et c'est la principale raison pour laquelle la compliance est diminuée au cours du SDRA. Ce n'est pas que le poumon est plus rigide, on le sait bien, c'est que le volume est beaucoup plus contraint, et les travaux de Luciano Gattinoni l'avaient bien montré. On sait par ailleurs que quand on applique une pression à un poumon qu'à un SDRA, il y a des patients chez lesquels cette pression ne va pas permettre de recruter des territoires condensés, et donc le patient va exclusivement payer le prix de la pression supplémentaire en surdistension. Puis chez d'autres patients, quand on applique le même niveau de pression, il y a un prix à payer qui est quasiment le même, pas tout à fait, on va voir, mais quasiment le même en surdistension. Néanmoins, il y a un recrutement des zones postérieures, on va en voir tout l'intérêt. Et donc la manœuvre dont on va discuter, c'est d'essayer d'apprécier ce rapport entre recrutement et distension lié à la PEP. Donc reprenons notre système respiratoire en SDRA avec une compliance de 30 millilitres par centimètre d'eau, et admettons qu'on ait 5 cm d'eau de PEP, et qu'on ait une mesure du volume pulmonaire de fin d'expiration à 600 millilitres. Maintenant, partons du principe que ce patient n'est pas recruteur. Donc, si on applique 10 cm d'eau de PEP supplémentaire, donc on passe de 5 à 15 cm d'eau, il ne va y avoir aucun recrutement. Néanmoins, comme on a appliqué une pression supplémentaire, les alvéoles, les unités respiratoires disponibles vont se distendre, et on sait de quel volume. Le volume pulmonaire de fin d'expiration, ça va être les 600 ml de départ, plus un volume supplémentaire de distension lié à cette différence de PEP. Ce volume, il est facile à calculer. On a une compliance de 30 ml par centimètre d'eau. On a rajouté 10 cm d'eau. 30 ml pour chaque centimètre d'eau, on a rajouté 300 ml. Et donc, le volume pulmonaire de fin d'expiration, maintenant, est 900 ml. Si par-dessus, on rajoute du volume courant, c'est le problème des patients non recruteurs chez qui on met de la PEP, on surdistend et on peut générer des lésions induites par la ventilation mécanique. Maintenant, partons du principe qu'on a un poumon qui est recruteur, et on va appliquer la même différence de PEP. On rajoute 10 cm d'eau de PEP, et on a un volume
pulmonaire supplémentaire lié au recrutement de territoires antérieurement collabés. Et donc maintenant, le volume pulmonaire de fin d'expiration est supérieur au volume antérieur. Mais il y a toujours, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, les 300 ml supplémentaires dans ces territoires-là. Ces unités alvéolaires, elles ont été distendues par 10 cm d'eau de plus, et donc il y a 300 ml qui sont rentrés en plus dans le système respiratoire, plus le volume recruté. Alors ce qui est intéressant néanmoins, c'est que maintenant, quand on insuffle le volume courant, il se distribue dans l'ensemble de ce volume. Et donc la déformation appliquée à chaque unité respiratoire, la fictive, est moindre. Et donc le risque de lésion induite par la ventilation mécanique est moindre, c'est le principe protecteur des effets de la PEP. Alors on voudrait du coup pouvoir estimer au lit du malade ce volume pulmonaire recruté pour apprécier les effets de la PEP. Et donc on va faire la manœuvre inverse, on va faire le chemin inverse de tout ce que l'on vient de faire. On vient de faire pas à pas en augmentant la PEP. Ce qu'on va faire, c'est une manœuvre sur un cycle respiratoire où on va partir d'ici, on a insufflé le volume courant, et on va faire expirer le patient jusqu'à la PEP basse. On va mesurer tout ce qu'il expire. Donc c'est une manœuvre qui a été décrite dans cette publication, qui, vous voyez, je sais que c'est une publication relativement récente, alors c'est sorti online en 2019, et la publication définitive en 2020. La première chose à faire, on va revenir, c'est de pouvoir permettre aux patients d'expirer l'ensemble du volume qu'on insuffle, donc on réduit la fréquence respiratoire. Deuxièmement, on regarde le volume expiré, qui est globalement le volume réglé sur le respirateur à haut niveau de PEP, on est à 15 de PEP. Et puis on va diminuer de 10 cm d'eau la PEP à 5 de PEP, et on va observer sur un seul cycle, juste sur ce cycle-là, et ça c'est très important, le volume expiré sur ce cycle. Ensuite, on mesure la pression de plateau et la mécanique respiratoire pour mesurer la compliance au bas niveau de PEP. Et on refait le chemin inverse. Donc imaginons qu'on avait un volume courant de 400 ml, d'accord ? Notre patient n'était pas recruteur, il va expirer les 400 ml de volume courant, et pour passer de PEP 15 à PEP 5, les 300 ml qui étaient distendus par la PEP, et c'est tout. Et donc on va mesurer un volume expiré de 700 ml. D'accord ? Les 400 ml de volume courant, les 300 ml distendus par la PEP, on redescend à PEP 5. Et donc on mesure la compliance thoraco-pulmonaire à PEP 5, on se rend compte que c'est 30, on refait nos petits calculs et on voit qu'on a expiré exclusivement le volume courant plus le volume prédit de distension lié à la PEP. Donc on se dit qu'il n'y a pas eu de recrutement. Dans la deuxième situation, on va avoir, imaginons qu'on ait 150 ml de volume recruté ici, et bien on expire 400 ml plus nos 300 ml liés à la distension de la PEP, plus les 150 ml qui vont être expirés, qui vont se refermer. Ça, c'est la théorie. Et donc, on va mesurer un volume courant de 850 ml, qui est donc supérieur au seul volume lié à la prédiction de la distension liée à la PEP. Donc, il y a 150 ml de volume qui avait été recruté par la PEP. Donc, on revoit la manip parce que c'est pas facile quand on se le fait expliquer la première fois. On réduit la fréquence respiratoire, on mesure le volume courant, on a 400 ml de volume courant, on passe de PEP 15 à PEP 5 et sur ce cycle, c'est sur ce cycle où on regarde le volume expiré mesuré par le respirateur artificiel. Ok, 850 ml. On mesure la compliance à basse PEP, 30 ml par centimètre d'eau et on fait notre calcul. Le volume recruté, c'est le volume expiré total moins le volume courant qu'on avait réglé, moins le volume prédit par la distension liée à la PEP, c'est-à-dire la compliance à PEP basse multipliée par ce delta de PEP. 150 ml dans notre exemple. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire 150 ml? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça justifie le compromis de la distension liée à la PEP? Ça ne veut pas dire grand-chose un volume en soi. Et les auteurs qui ont décrit cette manœuvre ont eu l'idée, que je trouve très intéressante, de se dire on va mesurer la compliance du volume recruté. Et donc cette compliance du volume recruté, on peut la calculer facilement puisqu'on a le volume recruté, 150 ml, et le delta de PEP qui a permis de le recruter, 10 cm d'eau. Et donc, on divise 150 ml par 10 cm d'eau, la compliance, c'est 15 ml par centimètre d'eau. Pour chaque centimètre d'eau, il y a 15 ml de volume recruté. Et le fameux R sur I ratio, c'est le rapport entre la compliance du volume recruté
divisé par la compliance du baby lung, d'accord, la compliance du système respiratoire à basse PEP, qui est donc le reflet du volume dans lequel va se distribuer la distension. Et donc, c'est un rapport entre le bénéfice lié à la PEP divisé par le coût lié à la PEP. Ça veut dire que pour chaque centimètre d'eau appliqué au système, s'il y a, dans notre exemple, c'est égal à 0,5, il y a 1 millilitre qui va être recruté de poumon pour 2 millilitres de distension du système préexistant. C'est ça le rapport bénéfice sur coût de notre PEP. Et ça, en ce sens, cette manœuvre est quand même très intéressante, parce que c'est un peu la première fois qu'on peut estimer assez facilement, avec une simple petite manœuvre au lit du malade, ce rapport, en tout cas l'estimer, entre le bénéfice et le coût de la PEP. Alors, si vous vous souvenez de la présentation de Rémi Coudroy juste avant, vous allez me dire, ah oui, mais il y a des patients chez qui la pression d'ouverture des voies aériennes est supérieure à 5 cm d'eau. Oui, c'est la raison pour laquelle il faut systématiquement mesurer la pression d'ouverture des voies aériennes avant de réaliser cette manœuvre, parce que dans ce cas-là, ça complique un petit peu le calcul. Pour mesurer la compliance du volume recruté, il faut faire la différence pour la pression entre haute PEP moins pression d'ouverture des voies aériennes, puisque c'est dans ce delta de pression que le volume a été recruté. Donc, quand on fait cette manœuvre et qu'on estime un volume recruté, les auteurs avaient montré qu'il y avait une bonne corrélation avec des mesures un petit peu plus de référence, en passant par les courbes pression-volume. Et pour se donner des idées, un R sur I ratio à 0,5, c'était la médiane de la population de SDRA décrite dans cette publication Princeps. Et du coup, les patients avaient été catégorisés en patients à plus haut potentiel de recrutement versus plus bas potentiel de recrutement, en fonction de ce cutoff de 0,5. Mais 0,5 en soi, on comprend ce que ça veut dire. C'est-à-dire que pour 1 cm d'eau, si on recrute 1 millilitre, on surdistant 2. Donc il y a quand même un prix à payer. Et finalement, ce chiffre qui est réutilisé dans certaines publications ne veut pas dire grand-chose en soi entre haut ou bas potentiel de recrutement. Vous avez compris que c'est un indice qui est linéaire. Mais plus le R sur I augmente, plus il y a un haut potentiel de recrutement, et plus le R sur I diminue, plus le potentiel de recrutement est faible. Voilà, des évaluations plus récentes de l'équipe de Claude Guérin ont montré une corrélation entre ce R sur I ratio et une estimation du recrutement par des mesures d'échographie pleuropulmonaire, avec une corrélation qui était meilleure chez les patients qui n'avaient justement pas de pression d'ouverture supérieure à 5. Et dans leur série, vous voyez, la médiane du R sur I était de 0,7 et pas de 0,5. On avait estimé ce R sur I chez des patients avec un SDRA Covid, non Covid. La médiane dans ces petits collectifs de patients, c'était 0,4, 0,20. Mais finalement, ce chiffre est peu important en soi. L'équipe d'Angers a montré que le R sur I pouvait être variable dans le temps chez un patient. Quand on le mesure à J1 et à J5, vous voyez, il y a des patients, qu'ils soient initialement avec un plus haut ou un plus bas potentiel de recrutabilité, ce R sur I peut augmenter ou peut diminuer. Donc, c'est plus un outil qui peut permettre à un temps T, quand on phénotype notre patient pour ajuster les réglages du ventilateur, de rentrer dans ce raisonnement multiparamétrique qui guide l'ajustement de la PEP et qu'il ne faut pas hésiter à renouveler si on se pose des questions. Et donc, pour conclure et pour discuter un petit peu l'intérêt de ce rapport R sur I, j'espère que vous en aurez compris le principe, que finalement, ça nous donne une estimation chiffrée de la compliance du volume recruté divisé par la compliance du baby lung qui va être distendu par la PEP, et donc d'un rapport entre le bénéfice attendu sur le prix à payer de la PEP. Et bien sûr, si aujourd'hui il n'y a pas encore d'évaluation de la manière dont ce R sur I pourrait guider le réglage de la PEP, ça peut peut-être au moins nous alerter sur des situations qui seraient un peu incohérentes. Par exemple, si la PEP est très basse alors que le R sur I est très élevé, peut-être qu'on passe à côté des effets bénéfiques d'un potentiel de recrutement lié à la PEP. À l'inverse, si un patient a une haute PEP réglée de manière un petit peu systématique alors que le R sur I est très bas, parfois 0, on se dit que peut-être le patient ne paye que les effets indésirables de la PEP et qu'on peut réévaluer l'ajustement de la PEP. Attention, il
Il ne faut pas non plus penser que quand on a un R sur I élevé, il faut systématiquement augmenter la PEP. Ça ne prémunit pas, j'espère que vous l'aurez compris, des effets indésirables dans les zones déjà aérées de distension liées à la PEP. J'ai fini, je vous remercie.